Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi 17 septembre, les files d'attente sous le soleil ou sous les parapluies, vous serez encore des millions cette année à profiter des journées du patrimoine. Parmi les sites les plus visités, les lieux de pouvoir et les grands châteaux. Mais ne ratez pas la pépite à côté de chez vous, 17 000 bâtiments ouvrent leurs portes. Une plainte déposée contre les forces de l'ordre après la manifestation anti-loi travail de jeudi. Un syndicaliste a perdu l'usage de son œil. Il dit avoir été touché par un éclat de grenade. Les policiers, eux aussi, déplorent des blessés dans leur rang. Et puis si vous aimez Jacques Brel, vous connaissez leur nom, Ostende, Knokke-le-Zout, La Panne, des stations balnéaires où le vent vous promet le 7e ciel, où Marvin Gaye a composé son titre le plus sensuel. Mais qui a dit que la côte belge n'était pas sexy ? Les lustres ont été dépoussiérés, les parquets cirés, car ils vont en accueillir des visiteurs ce week-end. Assemblée nationale, ministère, châteaux, usines, hôpitaux, sites industriels. Le patrimoine avec un grand P ouvre ses portes. L'an dernier, vous aviez été 12 millions à en profiter. Alors, si vous êtes en mal d'idées, voici quelques suggestions parmi les 17 000 sites à votre disposition. Sylvie Pinatel et nos correspondants en région. La visite que vous allez suivre se déroule à 12 mètres de profondeur. 20 km de galeries creusées sous la ville d'Arras au Xe siècle, d'anciennes carrières de craie qui ont aussi servi de cache aux troupes alliées pendant la Première Guerre mondiale. On les appelle les Bauves. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que le terme est apparu dans nos documents au XIVe siècle. C'est impressionnant parce que on se demande ce qu'il y a au-dessus et puis on se demande à quoi ça a servi parce que ça va dans tous les sens. On se demande où on peut aller. Et apparemment ici, pendant la guerre, ça a été utilisé aussi. Remonter le fil de l'histoire, pousser les portes de lieux emblématiques d'un patrimoine commun, comme cette abbaye aux hommes, à Caen, construite par Guillaume le Conquérant. Guillaume hérite donc à l'âge de 8 ans du duché de Normandie. Et comprendre qu'avant d'être un monument, les lieux de pouvoir et de culte ont eux aussi écrit une page d'histoire. On découvre un patrimoine qu'on n'avait jamais encore aperçu. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est de découvrir que pendant la Seconde Guerre, le lieu a été protégé, notamment grâce à des grandes bâches. Ça désignait un lieu sanitaire pour protéger des civils. Et du coup, il y a 10 000 personnes qui ont pu être sauvées. Donc vous pouvez admirer une vue extraordinaire sur Marseille. Ces 33e journées du patrimoine sont aussi pour beaucoup de Français l'occasion de découvrir des lieux habituellement fermés, comme le fort d'Entrecasteaux, édifié par Louis XIV pour mater l'esprit d'indépendance des Marseillais. On a l'impression que ça nous appartient un petit peu, c'est notre patrimoine, c'est un plaisir de découvrir ça et en plus la restauration qui est en cours, elle est de qualité. 12 millions de visiteurs en moyenne sont attendus durant ce week-end et comme chaque année, les lieux de pouvoir sont également pris d'assaut, comme ici, au numéro 14 de la rue Saint-Dominique. C'est vrai que ça nous donnait l'occasion de visiter un endroit qu'on n'a pas trop l'occasion de voir tous les jours, et où il n'y a pas trop de queue aussi. Bienvenue à l'hôtel de Brienne, au ministère de la Défense. C'est ici que le général de Gaulle a installé le siège du gouvernement provisoire pendant la Deuxième Guerre. Autant de lieux et de leçons d'histoire pour ces journées placées sous le signe cette année de la citoyenneté. Et partons tout de suite en direct devant l'un des monuments les plus visités de Paris, le Palais de l'Élysée. Bonjour Fabrice Collaro, un Palais de l'Élysée qui se mérite encore plus que d'habitude ce matin. Oui Anne-Claire, ce palais de l'Élysée est en effet l'un des endroits les plus prisés de ces journées du patrimoine. L'année dernière, il fallait ainsi patienter entre 3 et 4 heures pour pouvoir accéder à ce haut lieu de la vie politique et y visiter ses jardins, ses salons de réception et même le bureau du président de la République. Mais cette année, face à la menace terroriste, les mesures de sécurité sont exceptionnelles. Toutes les rues adjacentes ont été fermées à la circulation. À l'entrée des visiteurs, les contrôles d'identité et les fouilles sont systématiques. Et d'ailleurs, les gens n'accèdent que par petits groupes d'une vingtaine de personnes. Et puis c'est une première, les journalistes ont été interdits d'accès. Vous le voyez, je ne peux même pas m'approcher de la file d'attente qui se trouve à une centaine de mètres derrière moi. Et on ne sait toujours pas si François Hollande fera une apparition pour aller à la rencontre de ses visiteurs. Alors vous le savez, ces journées du patrimoine sont chaque année l'occasion pour des millions de Français de visiter des lieux symboliques de notre histoire ou de notre culture. 15 000 à 17 000 sites sont ainsi ouverts tout le week-end et il y en a pour tous les goûts, avec des châteaux, des musées ou encore des lieux de culte. Mais vous l'aurez compris, tous ces lieux sont sous haute protection. Il faudra donc s'armer de patience pour pouvoir visiter ces monuments. Certains ont même renoncé à ouvrir leurs portes, faute de pouvoir assurer une sécurité suffisante. Merci beaucoup Fabrice.
Revenons maintenant sur les violences qui ont éclaté lors de la dernière manifestation contre la loi travail. Jeudi, en fin de cortège, un membre du syndicat Sud a perdu l'usage d'un œil. Il porte plainte contre les forces de l'ordre. Du côté des policiers, on rappelle également que 2 d'entre eux ont été sévèrement brûlés. Axel Monnier. Il était en train de quitter la manifestation qui se terminait place de la République à Paris, quand Laurent Théron a été blessé à un œil. Ce secrétaire médical de 46 ans, membre du syndicat Sud, dit avoir été touché par une grenade lancée par les forces de l'ordre. J'ai entendu une forte détonation et au même moment, mon œil m'a fait extrêmement mal. Je me suis retrouvé par terre, à 4 pattes. Je sentais beaucoup de sang qui coulait. Et immédiatement que mon visage était déformé, mon œil a pu être sauvé, mais la vision est perdue. Il porte plainte contre les forces de l'ordre. La police des polices, elle, est saisie. Lors de la manifestation parisienne jeudi, 4 blessés parmi les manifestants selon les autorités, plus encore selon les participants. Mais les forces de l'ordre aussi comptent des blessés dans leur rang, dont 2 sévèrement brûlés par des jets de cocktail Molotov. L'un d'entre eux, brûlé au second degré à la jambe, raconte. Et de ce coup, en fait, il y a un cocktail Molotov qui est arrivé, qui a explosé à mes pieds, et en fait, qui s'est embrasé par l'arrière, donc qui est venu sur toute ma tenue. C'est un petit groupe de 150-200 individus qui sont déterminés pour casser du flic, quoi. Et tout le long de la manifestation, ça a été comme ça. On a été pris à partie tout le long, on les a bien ciblés et ça a fait que ça. Dans toute la France, 15 policiers et gendarmes ont été blessés lors des violences qui ont éclaté en marge des manifestations anti-loi travail. On l'a appris ce matin à Villefranche-sur-Saône dans le Rhône. La lycéenne de 15 ans, poignardée par l'un de ses camarades lundi, est décédée. Elle avait reçu plusieurs coups de couteau dans l'enceinte même de son établissement. Son agresseur, un élève de sa classe, a été depuis mis en examen. Il reconnaît avoir prémédité son geste. En politique, après les Républicains qui préfèrent parler de campus, c'est au tour de Marine Le Pen de changer de nom de ses traditionnelles universités d'été. Les estivales se dérouleront donc ce week-end à Fréjus dans le Var et pas n'importe où. Bonjour Cyril Adrien Salmand. Marine Le Pen a choisi la ville de Fréjus, d'abord parce que son maire est un élu Front National et ensuite parce qu'il sera son directeur de campagne pour 2017. Oui, Marine Le Pen veut faire de Fréjus, ville FN depuis 2014, et de son maire, seulement âgé de 28 ans, également sénateur et qui a déjà 13 ans de militantisme au Front National derrière lui, et bien un exemple de sa stratégie pour 2017, c'est-à-dire à la fois en montrant que le Front National peut être au pouvoir, même s'il n'a pas accédé à une région l'année dernière, on l'a vu, et qu'il a également l'ambition de s'ouvrir à de nouveaux électeurs, raison pour laquelle les jeunes sont mis en avant, que des personnalités issues de gauche comme de droite le seront dans les prochaines semaines, raison également pour laquelle l'image, les mots semblent se lisser. On l'a vu, le nom, la flamme, le logo du FN ont disparu des affiches et le discours de Marine Le Pen est même annoncé par un cadre du parti demain, celui qu'elle doit prononcer, comme gaulliste, une façon de prendre la hauteur, de rassembler et de prendre un projet le plus crédible possible, outre les thèmes de l'immigration, de l'identité ou de la sécurité, qui sont des thèmes de prédilection du Front National. Il y aura donc pendant ces 2 jours, avec 3000 militants, d'autres thèmes plus inattendus. C'est la santé, c'est l'éducation ou encore c'est l'emploi. Merci beaucoup Cyril. À l'étranger, la trêve va-t-elle tenir en Syrie après de violents combats entre Damas et les rebelles? L'accord signé entre les Russes et les États-Unis semble bien fragile. Les convois humanitaires à destination de la ville d'Alep sont toujours, vous le voyez, bloqués à la frontière turque. Les 2 camps n'ont pas réussi à établir les conditions de sécurité nécessaires. La Syrie et l'Irak, que des millions d'habitants ont laissé derrière eux ces dernières années. Parmi ceux qui ont trouvé refuge en France, des intellectuels et notamment des médecins. Malgré leur expérience, ils doivent aujourd'hui faire valider leur diplôme. Reportage Gwenaël Bellec et Eric Delpech. C'est une fratrie de médecins, des Irakiens réfugiés en France depuis 2 ans. Ils ont exercé leur métier pendant des années là-bas. Chacun sa spécialité. Je suis généraliste. Je suis gynécologue. Je suis généraliste. Dans cet hôpital parisien, Léo les accueille pour les orienter dans le long parcours vers l'équivalence. Mais il faut encore un peu améliorer le français. Oui. Repartir à zéro quand on a déjà fait 10 ans d'études. Le plus difficile ensuite, trouver un stage de 3 ans et passer le diplôme d'équivalence. Donc là, vous cherchez un stage? Oui. La première chose, c'est un stage. Et c'est compliqué?
Un petit peu, oui. L'abattement guette parfois. J'ai déjà travaillé beaucoup en Irak. J'ai fini mon étudier. Je pris le diplôme de médecin. Après, je commence de zéro. C'est très difficile pour moi. Je ne sais pas pour les autres. Linda était généraliste dans un cabinet, enseignante à l'université. Elle a dû tout laisser. Les médecins là-bas sont aussi des cibles. Elle rêve de pouvoir y retourner un jour. L'hôpital de Montereau, en Seine-et-Marne, 7 médecins syriens travaillent ici. Parmi eux, le docteur Awad, gynécologue. Il a dû quitter son pays l'an dernier. À 60 ans, dit-il, c'est difficile de passer l'équivalence. Alors il travaille sous la houlette d'un autre médecin, une de ses anciennes élèves, Ola. C'est elle qui m'a dit, vous étiez mon professeur en Syrie. Ça fait mal au cœur? Oui, moi j'ai rigolé, j'ai dit, bon, vous me couvrez au niveau légal et moi je vous couvre au niveau pratique. Voilà, c'est ça. Ola, elle, est arrivée en France il y a 10 ans. Elle a réussi à s'inscrire au Conseil de l'Ordre. Plus de 13 ans d'études en tout. Aujourd'hui, dit-elle, beaucoup de médecins choisissent l'Allemagne. J'ai été reconnue le diplôme. Ils ont besoin de 6 mois, juste pour, après on dit 6 mois, pour voir comment ça se passe, comment faire à l'hôpital, la prise en charge de patients. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Beaucoup de ces médecins syriens ont des parcours brillants. Le docteur Nizar est devenu chef de service à l'hôpital, arrivé en France il y a 20 ans. L'antibiotique, il est bien adapté à la bactérie qu'on a trouvée dans le sang. Les médecins syriens, irakiens, sont devenus des cibles dans leur pays. Des hôpitaux sont régulièrement bombardés, notamment à Alep. Faute de médecins en France, de plus en plus d'inscrits au Conseil de l'Ordre viennent de l'étranger. 20 000 en tout, dont environ 2 000 Syriens. Est-ce un manque de culture ou une application aveugle de la censure au nom de ses règles sur la nudité? Facebook a créé la polémique il y a quelques jours en masquant cette photo parmi les plus célèbres au monde. Et l'histoire a tourné à l'affaire d'État quand le réseau social a sanctionné la première ministre norvégienne. Cette semaine, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, lui-même a fini par réagir. Armel Hanou et Julien Bervillet. En quelques jours, l'affaire avait pris un tour diplomatique. La première ministre norvégienne censurée par Facebook. En cause, la photo de la fillette au napalm, prise il y a 40 ans, en pleine guerre du Vietnam. Une image historique. Pas pour Facebook, qui proscrit toute nudité, en particulier celle des enfants. La publication est retirée. Oslo s'indigne. Avec notamment cette lettre ouverte du rédacteur en chef du principal quotidien de Norvège, à Mark Zuckerberg. Écoute Mark, c'est vraiment sérieux. Pour commencer, tu établis des règles qui ne font aucune distinction entre pornographie infantile et une photo de guerre historique. Ensuite, tu les appliques sans discernement. Devant le tollé, Facebook réhabilite la photo et reconnaît son caractère historique un peu tard. Leurs règles de censure sont appliquées par des algorithmes et, on va dire, des ordinateurs. Et l'ordinateur est incapable de distinguer si une image appartient à l'histoire de l'art, si elle fait partie de la mémoire collective et d'une image à caractère social, politique et mémoriel, ou s'il s'agit d'une revue porno. La politique de modération de Facebook a plusieurs fois été mise en cause, avec par exemple la censure du tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde, qui lui vaut des démêlés avec la justice française, ou bien encore le retrait des clichés innocents de la statue de la petite sirène à Copenhague. Et puisque l'on parle d'Internet, arrêtons-nous sur un chiffre qui donne le vertige. Bientôt, 20 milliards d'objets connectés peupleront notre monde. Cela fait en moyenne 3 objets par être humain. Compteurs à gaz, détecteurs de fumée, thermostats, ils auront besoin d'émettre des informations en permanence. Mais le Wi-Fi ou la 4G sont déjà très saturés et ils sont d'ailleurs très chers. Alors, certaines entreprises françaises se sont lancées dans l'Internet. Bas débit, mode d'emploi avec Baptiste Guénet, Rina Fourni et Lionel Audibert. Bientôt, ces ruches pourraient être connectées. Un capteur transmettra leur poids ou leur température. Les apiculteurs sauront alors instantanément et à distance quand venir récolter le miel. D'ici 5 ans, 20 milliards d'objets seront reliés à un réseau. Poubelles, compteurs, la plupart n'ont besoin d'émettre que de courts messages. Pour répondre à ces besoins simples, plusieurs entreprises ont misé sur l'Internet bas débit à très bas coût. Tous ces petits points blancs, en fait, c'est une myriade d'objets qui est en train d'émettre. Cette start-up près de Toulouse est la première à avoir déployé son réseau. Tout passe par cette petite antenne. C'est vraiment très léger, très facile à installer et ça capte des signaux extrêmement faibles.
Sur les ondes, ces signaux empruntent une minuscule plage de fréquence, la bande ISM. Elle est libre de licence, c'est-à-dire gratuite d'utilisation. L'entreprise peut ainsi offrir un réseau à faible prix. Quand nous on a démarré en 2012, entre guillemets, tout le monde nous prenait pour des fous parce qu'on parlait d'introduire sur le marché une nouvelle solution de connectivité. Personne ne voyait l'intérêt. Maintenant, ça a changé radicalement. On a démontré le fait qu'il y a un vrai besoin et qu'on peut permettre de connecter des milliards d'objets. Le marché s'annonce immense, plusieurs milliers de milliards d'euros. Opérateurs téléphoniques et industriels du secteur développent eux aussi des réseaux concurrents. La technologie est similaire et utilise la même bande de fréquence. Les différents réseaux se partagent ce bien commun qui est cette bande radio. Il faut que chacun joue le jeu et que chacun respecte les règles du partage d'une bande ouverte. Sur la bande ISM, chacun n'a le droit d'émettre qu'un court instant et à faible puissance. Pour l'instant, pas d'embouteillage, mais d'ici 2020, les données des objets connectés représenteront un quart des données mondiales. Les fréquences deviendront alors une denrée rare. Et derrière la capacité que vous pouvez à émettre ou à occuper les fréquences, eh bien c'est votre accès au marché. Puisque les fréquences, si vous voulez, c'est le pétrole qui permet à ces réseaux de fonctionner. Pour favoriser l'expansion, l'État pourrait libérer de nouvelles plages de fréquences, histoire de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Un massage pour se détendre et évacuer son agressivité, voilà une formule qui marche très bien pour les adultes. Alors pourquoi ne pas l'appliquer aux enfants? Eh bien l'expérience est menée depuis des années dans une école primaire de Loire-Atlantique. 15 minutes de relaxation tous les jours. Plus détendus, les élèves sont aussi, paraît-il, beaucoup plus efficaces. À Arton-en-Ré, Valentine Patry et Renan Hellec. S'assoupir en classe, un rêve pour de nombreux élèves, une réalité dans cette école. Tous les jours pendant un quart d'heure, ces CM2 oublient les maths et l'orthographe. Place à la musique douce pour se faire mutuellement des massages. Et on tire sur le front, on enlève tous les petits soucis du matin. Je pensais faire ça à la maison, mais jamais faire ça à l'école. Ça nous aide à faire des choses en groupe et c'est relaxant pour travailler. Ça aide à enlever le stress. Cet apprentissage insolite est dispensé par une réflexologue et financé par l'association des parents d'élèves. Les massages se font entre enfants, assis, habillés et de la tête au buste. Une méthode pratiquée dans plus de 1300 écoles dans le monde. Alors l'école, parce que c'est un contexte sécurisant, et donc ça va permettre au cerveau de se libérer et de pouvoir emmagasiner tous les nouveaux apprentissages qu'ils ont à l'école. En plus des bénéfices en classe, ces leçons de massage pourraient à terme réduire les disputes dans la cour de récréation. On espère vivement que cette relation à deux les aide en fait après face à un conflit à ce qu'il n'y ait pas de violence ni de coups. Un apprentissage encouragé aussi par les parents. Vous avez fait quoi de beau? Attention. Les massages. Les premières réticences de certaines familles ont vite été dissipées par un projet solide et rassurant. On se pose un peu de questions. Après, les enfants nous en ont bien parlé, les enseignants nous ont présenté le projet aussi. Et ça permet de les calmer un petit peu et puis de les relaxer et d'apprendre à connaître leur corps, et c'est bien. Bien aussi pour les parents. Ça, c'est agréable. Ils sont les premiers à motiver leurs enfants à s'entraîner à la maison et à faire finalement de drôles de devoirs. Et venons-en maintenant à notre nouvelle rubrique destinée à vous aider à consommer plus écolo, mais aussi beaucoup moins cher. Un double bénéfice qui se résume en une idée très simple, acheter les produits de saison. Et en ce moment, par exemple, il est vraiment dommage de se priver des moules si riches en protéines. Pour ceux qui acceptent de se mouiller les pieds, elles sont même totalement gratuites à marée basse. Reportage dans le Nord de Sébastien Ambert, Gauthier Delobette et Thierry Chartier. Arrosée de vin blanc sec, revenu dans quelques oignons, la poêlée de moules se met à chanter. Et à la chaleur, les coquilles s'ouvrent délicatement et nous ouvrent par la même occasion l'appétit. Septembre est la meilleure saison pour déguster les moules, et notamment dans le nord de la France. Une fin d'après-midi sur la plage du Portel. Christophe et son drôle de vélo hâtent le pas. Le temps est compté, celui d'une marée descendante. Les vagues en se retirant ont dénudé les rochers. C'est l'heure de la pêche, celle de la moule du pays. Et la moule pays, c'est une moule sauvage que tout le monde peut ramasser. Hein? Enfin, il y a des limites. Vous pouvez en ramasser plus que les autres. On a un quota. C'est quoi le quota? 150 kilos. Par jour? Par marée, ouais.
C'est la période où la moule elle est bien remplie, c'est là où elle est la meilleure, quoi. Donc on en profite. Les pêcheurs professionnels ont des quotas plus importants que les amateurs, pourtant voisins, sur les mêmes rochers. Mais la nature ici est très généreuse. Sur le littoral, entre les deux caps, le Grinet et le Blanc-Nez, le parfum iodé de la Manche donne des envies culinaires très simples. Et les moules ont ce pouvoir de rapprocher l'homme de la nature maritime. C'est tellement vrai que la moule est devenue ces dernières années le symbole de la célèbre braderie de Lille, fête populaire par excellence. Dans cette poissonnerie, on vend de la moule de Bouchot, 5 € le litre. Les prix ont augmenté ces dernières années. La Bouchot est une moule qui ne pousse pas sur les rochers, mais qui prospère sur des pieux plongés dans l'eau. C'est élevé sur un pieu qui s'appelle le Bouchot. Donc en fait, c'est une moule qui n'est pas du tout en contact avec le sable. Donc il n'y a pas ce problème de petits crabes que vous allez éventuellement retrouver. Je pense que juillet, il fait un petit peu chaud pour les moules, donc les gens n'ont pas forcément envie de manger une moule marinière. Et septembre, c'est un peu les mois où ça commence à rafraîchir. Donc je pense que c'est vraiment la saison où les gens ont envie de manger ce type de plat. Les moules s'accommodent à toutes les sauces. Au roquefort, au maroilles, au curry. Mais la recette la plus simple, la plus traditionnelle et certainement la meilleure, est la marinière. Alors on commence par mettre un petit peu de beurre qu'on va laisser fondre. Et dans ce restaurant de Lille, on la cuisine simplement avec des ingrédients bien émincés. On met des oignons et du céleri émincé avec un petit bouquet garni du thym et du laurier. Ensuite, nous mettons 1 kg de moule par personne et du vin blanc. Et nous faisons cuire le tout à haute température. Il ne reste plus qu'à déguster avec des frites évidemment et avec ses doigts, en utilisant une coquille vide comme pincette à moule. En attendant, sur la plage du Portel, Christophe termine sa pêche avant que la marée ne remonte. Il reviendra demain, au lever du soleil cette fois. À Rio, les Jeux paralympiques s'achèveront demain avec un excellent bilan pour les Français. La France qui a gagné une nouvelle médaille hier, médaille de bronze. L'équipe de France de fleuret masculin a battu Hong Kong 45-43. En football, excellent score également pour le PSG. Hier soir, le club parisien a battu Caen 6-0, grâce notamment à Edison Cavani qui a marqué 4 buts. Voilà de quoi faire taire les critiques après un début de saison poussif. Le PSG qui a donc peut-être trouvé son nouveau Zlatan. La Panne, Ostende, Knokke-le-Zout, des villes que Jacques Brel a immortalisées dans ses chansons, mais qui sont toujours aujourd'hui des stations balnéaires au charme incomparable. Vous l'avez deviné, c'est sur la côte belge que nous vous emmenons aujourd'hui en week-end. Allez, mettez votre casque et embarquez avec Dominique Lagroux-Sampère, Régis Rouanet et Yvan Simor. Ça vous dit un petit week-end en Belgique? On est sur la plage de Bredune, tout près de Dunkerque, avec ce petit vent d'ouest de 25 km/h. On doit y être dans un petit quart d'heure à peu près. Allez, vous êtes prêts? Suivez-nous, c'est parti! Et laissez-vous porter par le vent. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Pas besoin de voiture. Sans le savoir, vous êtes déjà arrivé. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant. On ne vous avait pas menti, hein. On est bien en Belgique. C'est pas le moyen le plus propre, mais au moins on y est. Allez, vous nous suivez? Le week-end commence. Et vous n'y échapperez pas. Elles sont incontournables, les toiles sur la côte belge, pour apprivoiser le vent. François a même quitté la France pour louer un petit coin de plage. Notre première escale, la Panne, juste après la frontière. Ah, ça, c'est vraiment l'équipement utile à la côte. Hein. Mais en tout état de cause, qu'il y ait du vent ou qu'il n'y en ait pas, les gens sont installés tranquillement et puis profitent que du soleil. L'incontournable belge. Voilà, il n'y a que le meilleur. Là. François était concessionnaire automobile dans le nord de la France. Pour rien au monde, il ne quitterait sa Belgique aujourd'hui. C'est le bureau de la liberté ici. On ne peut pas avoir mieux. Alors quand on est là, c'est Brel. Hein. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues. La mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes. Brel, évidemment. Pour arrêter les vagues et de vagues sans rochers, oublier un dernier incontournable.
Une belle gaufre de Liège qui vient juste d'être cuite, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Régalez-vous. Merci. Bon, il s'agissait juste d'une mise en bouche. Je suis Iris. Maintenant, Dominique, c'est vous qui a téléphoné. les choses sérieuses peuvent commencer. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà comme les staff, la Nia. Hallo, hey là-bas. On nous a dit qu'il y avait des soutiens-gorge ici. Il y a aussi des soutiens-gorge, oui. Oui. Ah oui, ils sont ici. La bouillonnante Iris, sa taverne et sa lingerie. Et ils sont à vous? Non, non, non. Non, je pense que c'est pas mon taille. C'est une taille que j'ai jamais eue, je pense. Pourquoi alors? Ah bah, ce sont des vieilles pièces que j'aime. Et vous n'en trouverez pas d'autres en Belgique, des endroits pareils. À la fois brocante, restaurant, boucherie, charcuterie. Ça valait bien un petit détour dans les terres. Le saucisson à l'ail, le boudin noir, ce sont boudins blancs. C'est vous qui faites tout ça? Et mon fils. Depuis combien de temps? 15 ans. Moi, je suis boucher de toujours. Oh. Le restaurant n'est qu'à une petite demi-heure de la plage, à Staveleux précisément. Un conseil, n'oubliez pas de goûter le petit secret d'Iris, son picombière au goût d'orange et de caramel. Tous les choses comme ça. Yarmat, santé. Merci, santé. Comment on dit santé en belge? Santé. Gezondheid. Gezondheid. Il se mérite le bon plan, surtout après une étape chez Iris. L'occasion, au passage, d'apercevoir le ballet des mouettes qui escortent les pêcheurs de crevettes à Oostwinkerk. Puis, vous longez le littoral vers le nord, 60 km de côte, pourquoi pas en tramway, jusqu'à Knokke-le-Zout. Si un jour à Knokke-le-Zout, je deviens comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Il se trouve ici, notre bon plan, derrière les portes de cet hôtel. Bonjour. Ouais. Marc, maître d'hôtel et amateur d'art. Oui, j'ai acheté il y a 15 ans. Enfin, avec une peinture, c'est un coup de foudre. Tu en fais ce que tu veux, tu fais ta propre histoire. Et même si vous ne réservez pas de chambre ici, vous pouvez toujours déambuler dans les couloirs. Tu vois Jimi Hendrix entend avec ou sans guitare à la fin de sa vie. Et découvrir l'univers de Marc. Mais ça représente un petit peu l'atmosphère qui régnait dans ce temps-là. Ouais. Un musée d'art moderne gratuit en plein cœur de Knokke-le-Zout et un brunch tout aussi surprenant. Il est 10h du matin. Une coupe de champagne entre le café et les croissants. Ah, tout va merveilleusement bien. Super, les vacances. Il nous reste une toute dernière adresse à Ostende, parce qu'il n'y a pas que Brel en Belgique. Il y a Marvin Gaye aussi. Bonjour. 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 Paco. Dominique. Bonjour, Yvan. Marvin Gaye. La Belgique a toujours inspiré les artistes. C'était ici, hein? Oui, c'était ici. Dans le quartier, il venait souvent. Marvin Gaye a composé ici l'un de ses plus grands tubes, Sexual Healing. Ce café est devenu son refuge pendant 2 ans, loin du tumulte américain. Paco ne l'a pas connu, mais il est fier de cet héritage musical. Et au 3e étage. Le chanteur américain a vécu ici, face à la mer du Nord. Une cure de désintoxication est l'un des albums les plus populaires de Marvin Gaye. Une escapade musicale, gustative et sportive en terre belge pour 193 €. Et le souvenir de Marvin Gaye à Ostende et celui d'Alphonse Daudet à Draveil dans l'Essonne. Revenons un instant, si vous le voulez bien, aux Journées du patrimoine. Au-delà des monuments classés et donc subventionnés par l'État, d'autres lieux de mémoire sont ouverts ce week-end. Des lieux qui ne survivent que grâce aux dons et à l'énergie des particuliers. Et c'est le cas justement de la maison de l'auteur des Lettres de Montmoulin. Reportage Catherine Charles, Julien Bervillet et Emmanuel Copeau. Regardez. Il y a plus d'un siècle, en 1887, Alphonse Daudet achète cette maison. L'écrivain qui a célébré la Provence fait de cette propriété de l'Essonne son lieu de villégiature. En 2000, Isabelle la rachète, s'y installe et depuis tente de la conserver mais sans aucune aide.
Pour faire vivre la maison, il y a le bénévolat et puis on fait appel aux dons. C'est le plus efficace. Pour trouver ses donateurs, Isabelle a fait appel à Alexandra. Son association, née sur les réseaux sociaux il y a plus de 2 ans, vient en aide aux particuliers. Récemment, nous avons lancé une plateforme de collecte de fonds qui s'appelle Une pierre pour l'histoire. Donc nous vendons des pierres virtuelles. Pour 20 €, on achète une pierre de l'édifice. Pour lever cette collecte de fonds et avant de la mettre en ligne, les 2 parties signent une convention. Mais la présidente d'Urgence Patrimoine a plus d'une idée dans son association. J'ai inventé des tickets patrimoine. On achète 5 € un ticket avec la petite photo de la maison dessus, un numéro pour faire un tirage au sort et on gagnera quelque chose. Pour gérer au mieux les dons, il faut aussi des spécialistes. 2 entrepreneurs se sont investis cœur et âme, offrant leur temps et leurs compétences, car il y a urgence. Carrément, on l'a remplacé, en gardant la technique qui était faite avant, évidemment, puisque on a voir toute la pierre, tout ce qui a remplacé aussi. On va refaire les descentes. Ouais. C'est du béton. Hein. On a peu de moyens, pas toujours le temps nécessaire à ça. On essaie de faire un peu comme on peut, de manière bénévole, mais pour l'amour de la culture. C'est du civisme de préserver notre patrimoine. Une valeur importante, c'est comme je disais, un privilège. Un privilège qui a un coût. Les prochains travaux sont évalués à 170 000 €. Mais Isabelle n'a pas peur. Depuis 25 ans, elle se bat. À travers son association, la maison est devenue un lieu de création et de résidence pour artistes du monde entier. Avec en filigrane, toujours la volonté de transmettre l'œuvre de l'écrivain. Eh bien, écoute un peu l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. Quand j'étais petite à l'école, j'ai pleuré devant mes camarades quand on m'a lu La chèvre de Monsieur Seguin. Alors je lui en voulais un peu, mais depuis je lui ai pardonné. Un pardon qui s'est transformé en une passion dévorante. Depuis 25 ans, Isabelle consacre sa vie à cette maison dans l'espoir de sauver un patrimoine à la fois littéraire et architectural. Il était considéré comme l'un des plus grands dramaturges américains de son époque. Edward Albee est mort hier à l'âge de 88 ans. Il avait notamment écrit en 1962 la célèbre pièce Qui a peur de Virginia Woolf, une cruelle scène de ménage devenue légendaire, incarnée au cinéma notamment par Elizabeth Taylor et Richard Burton. Mais parlons maintenant plutôt d'amour, de sacrifice et de pardon avec La Belle et la Bête. Le conte a connu à travers des siècles bien des versions, mais il n'avait jamais été adapté en ballet. Eh bien, c'est chose faite cette année à la Biennale de danse à Lyon. Reportage Sylviane Mondet et Régis Roignet. Une bête magnifique, cruelle et désespérée, qui vit retranchée dans un château avec d'étranges créatures. Une belle qui saura découvrir un cœur pur derrière les apparences. Depuis 30 ans, avec sa troupe, le chorégraphe Thierry Malandin s'attache à raconter des histoires. Avant chaque représentation, il a son rituel et ce jour-là, il nous fait descendre dans les loges pour le partager. Je les embrasse tendrement. Là, le spectacle, il leur appartient, donc moi, je ne peux plus rien faire. Et sur le plateau, il nous explique pourquoi il a choisi la musique de Tchaïkovski pour accompagner ce conte. Tchaïkovski, c'est un auteur qui a beaucoup souffert. Là, vous verrez, l'artiste, il est aussi en souffrance. Et je trouve que cette souffrance, même si le ballet n'est pas que ça, tout participait à ça. C'est un ballet sur la difficulté d'être beau. De l'élégance, des sentiments, des références au film de Jean Cocteau. Dans cette nouvelle version de La Belle et la Bête, Thierry Malandin a su garder du conte initial la part de merveilleux. Et c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. Dans un instant, reportage découverte vous emmène à Mayotte. Mayotte, devenue il y a 5 ans le 101e département français. Les métropolitains partis s'y installer jurent qu'ils ne le quitteront jamais. Et vous le verrez, son magnifique lagon y est sans doute pour quelque chose. A tout de suite.